Bonjour à tous. Du coup, merci d'être présent pour ce webinaire Relevant. On attend encore, ce qu'il est 6 heures pile poil, on va attendre quelques minutes. On est déjà un certain nombre, mais on va attendre 2-3 minutes le temps que tout le monde puisse se connecter au webinaire. Alors, juste en attendant les derniers participants, vous avez normalement sur la droite une partie de chat pour poser des questions. Donc du coup, il y aura, vous avez la possibilité de poser les questions évidemment. On essaiera d'y répondre on y répondra dans tous les cas à la fin. On essaiera de les prendre aussi au fur et à mesure. Donc soit on les prendra directement sur les slides en question concernant les cas, soit sinon à la fin du webinaire. En tout cas, il ne faut pas hésiter à poser des questions pendant le déroulé. Donc juste pour donner un peu comment va se dérouler ce webinaire. Donc il y a une première partie, on va revenir un peu sur ce qui est Relevant, pour ceux qui ne connaîtraient pas qui est Relevant précisément. Et donc, on aura la majeure partie, on va dire, de ce webinaire qui sera sur les cas d'utilisation, donc axé sur la fin de l'année, d'où le nom du webinaire aujourd'hui. Donc, sur 3 grandes thématiques qui sont Halloween, le Black Friday, Noël. Évidemment, même si on a recontextualisé un peu les cas sur ces 3 événements, évidemment, les cas d'utilisation peuvent s'utiliser en dehors sans aucun problème. J'attends encore, allez, 1 minute 30 les derniers arrivants et puis on pourra démarrer. Allez, on va y aller. Du coup, n'hésitez pas à me dire niveau son si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à me le dire aussi. A priori, je pense que c'est bon, mais faut pas hésiter. Donc, juste avant de rentrer dans le détail des cas d'utilisation du webinaire, pour me présenter rapidement, donc je suis Vincent Martinet, cofondateur et CEO de Relevant. Relevant est une société qui existe Relevant du moins a été lancé en 2017, donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. On compte une quarantaine de clients aujourd'hui, donc plutôt grand compte. J'en reparlerai un peu plus tard dans la présentation. Alors pour commencer et un peu recontextualiser les cas d'utilisation qu'on va voir après, c'est qu'on est parti d'un constat un peu, on va dire un peu global, c'est qu'aujourd'hui finalement, et notamment dans cette période là qui a commencé en septembre, suite notamment à la crise sanitaire, c'est que tous les jours, tous les marketeurs de toutes les industries se disputent l'attention des clients. Il y a énormément de messages qui sont envoyés, donc il y a énormément de contenus qui sont créés, et finalement, tous ces messages se retrouvent noyés dans la masse. Alors, on a l'habitude de dire que généralement,
tous les messages, tous les emails sont en concurrence en boîte de réception. Il ne faut pas oublier que un email, alors je fais un petit clin d'œil à Martha de Camailleux qui est présente, mais un email de Camailleux, par exemple, serait en concurrence avec un autre clin d'œil que je fais à Clément de Carrefour en boîte de réception. Pas que les industries sont concurrentes, mais simplement que l'attention de l'ouvreur, finalement, est sursollicitée. On a toujours le même temps pour consulter ses emails, mais par contre, on reçoit tous de plus en plus de messages. Et il y a un chiffre qui est assez parlant de ça, qui est la conséquence un peu de ce constat, c'est qu'aujourd'hui, 9 personnes sur 10 n'interagissent pas avec les messages. Alors, 9 sur 10, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, nous, le taux de réactivité. Donc, c'est la différence entre les cliqueurs et les personnes qui ont ouvert l'email. Donc, c'est vraiment la notion de contenu qui va donner cette performance. Et donc, il y a énormément d'efforts qui sont faits, énormément de temps et d'argent dépensés pour finalement la plupart des personnes qui ne vont pas interagir avec le message. Alors, le problème, évidemment, est assez simple, entre guillemets, c'est que si on part du principe qu'une personne ouvre l'email et ne clique pas, la seule chose qui est responsable de ça, c'est le contenu. Mais pourquoi le contenu est responsable de ça? C'est qu'aujourd'hui, l'email, finalement, c'est un peu le canal de masse par excellence. Et aujourd'hui, quand un message est envoyé, le contenu est obsolète et figé, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire que vous pensez le message à un moment donné, et lorsque l'email est expédié, finalement, plus rien ne peut changer. Donc, on ne sait pas quand est-ce que va lire la personne. Et donc, je peux lire mon email très bien 10 minutes après, 1 heure après, le réouvrir 2 jours après, etc. Et finalement, le message se trouve complètement figé. Donc ça, c'est une des problématiques de l'email. On a l'habitude de dire finalement que l'email rend les contenus un peu gelés et figés. Le deuxième point, c'est que finalement, en étant dans un système de campagne, alors c'est pas que lié à l'email, hein, là c'est d'un point de vue général au niveau marketing de campagne, c'est que les contenus sont plutôt pensés pour des campagnes ou pour des ciblages et pas pour des individus. Et ça, c'est un vrai problème dans ce qu'on appelle la personnalisation, parce qu'aujourd'hui, on a tendance, nous, à penser côté Relevant que la personnalisation, c'est avant tout une problématique de création de contenu, puisque la seule façon de personnaliser aujourd'hui, c'est de faire de la segmentation. Et donc, qui dit faire segmentation, c'est qu'on va mettre toutes les personnes dans un groupe et envoyer le même message et donc le même contenu, et on perd cette notion de personne, qui est le terme pourtant de la personnalisation. Et c'est pour ça qu'on utilise plutôt de notre côté le terme individualisation. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et enfin, le dernier, alors on a appelé ça, on l'a schématisé sous cette forme qui est boring, c'est-à-dire que finalement, quand on regarde l'email ces 10-20 dernières années, il a peu évolué, pas forcément sur le fond, mais aussi sur la forme. On reste sur des choses un peu classiques et finalement, on n'a pas cette notion d'interactivité et donc on a tendance à dire souvent que l'email est ennuyeux, c'est généralement le parent pauvre. Alors c'est un peu paradoxal parce que l'email permet de générer énormément de trafic et énormément de revenus, mais en même temps, il est toujours vu d'un mauvais œil parce que c'est quelque chose de traditionnel, un peu vieillot par rapport aux autres canaux. Donc ça, c'est les 3 grosses problématiques aujourd'hui en termes de contenu. L'autre point qu'il faut pas oublier, alors là, on a fait un constat plutôt email, on va dire, mais le constat aussi qu'on fait côté client, donc sous-entendu vos clients à vous, vos utilisateurs, vos ouvreurs, c'est que il faut pas oublier que les gens sont pas motivés par des campagnes marketing. C'est une approche très marketeur du terme, mais plutôt par des émotions. Et ça, souvent, on l'oublie. Ce qui permet, les gens n'achètent pas par logique, ils achètent souvent par émotion. Et les messages, et notamment l'email, n'arrivent pas à transmettre cette émotion. Et donc, transmettre cette émotion, c'est donner l'envie d'interagir, l'envie de cliquer, donc d'arriver sur le site et évidemment de convertir derrière. L'autre élément, c'est que finalement, tous les canaux ont évolué. Aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 15 ans, les réseaux sociaux n'existaient à peine. On n'avait pas tous les moyens de communication qu'on a maintenant. Et finalement, aujourd'hui, les utilisateurs sont à la recherche d'expériences mémorables et inattendues, et surtout on demand, entre guillemets. Alors, on reviendra sur ce terme-là tout à l'heure, mais on attend, faut pas oublier que c'est finalement dans l'email l'utilisateur qui va vous demander un contenu lorsqu'il va ouvrir l'email. Donc, c'est pas vous qui décidez au moment où il va le regarder, c'est lui qui va faire l'action d'aller regarder l'email et donc de demander un contenu. Et ça, généralement, au moment où il va regarder, c'est le message que vous avez pensé il y a peut-être 2-3 jours. Et donc, on perd cette notion d'expérience temps réel. On perd aussi la notion de pertinence et de bon moment, puisqu'on le verra aussi, vous pouvez avoir, comme on le disait tout à l'heure, des contenus obsolètes. Et surtout, le système de campagne casse vraiment cette notion d'unicité au sens individualisé, parce qu'on n'arrive pas finalement à produire quelque chose qui soit vraiment unique pour chaque personne, parce que la problématique est encore une fois le contenu. Le système de campagne ne permet pas de scaler cette production de contenu.
Alors, c'est la raison pour laquelle on a construit Relevant, pour simplement expliquer ce qu'on fait de manière très rapide. C'est qu'on permet de créer des contenus pour des individus, pas pour des campagnes. Alors, c'est un peu le leitmotiv qu'on a de notre côté, c'est qu'on part du principe que finalement, les contenus qu'on doit produire doivent dégager une émotion et donc une interaction. Le but de Relevant, c'est vraiment de déclencher le clic en boîte de réception, évidemment de convertir derrière, on peut avoir d'autres objectifs. Et pour ça, on utilise une technologie qui permet de créer et de mettre à jour le contenu des emails en temps réel au moment de l'ouverture. Donc, quand je parle de moment de l'ouverture, c'est à chaque ouverture successive. C'est pas forcément la première, ça peut être la seconde, la troisième. Et l'idée, ça va être de transformer quelque chose de très figé qui est l'email en quelque chose de très vivant. Et finalement, c'est comme si on avait un site web dans sa boîte de réception, parce qu'on va avoir quelque chose qui va être dynamique automatiquement. Alors, il y a trois éléments importants qui sont sur la droite du slide et qu'on va reprendre dans les différents cas d'utilisation. Donc là, c'est la dernière partie un peu théorique avant de parler des cas. C'est la possibilité d'agréger toutes les données au même endroit. Donc, la notion de données, évidemment, je pense que vous le savez tous, pour personnaliser ou du coup individualiser est vraiment très importante. Donc, on va être capable d'agréger des données contextuelles qui sont par exemple le contexte de l'ouvreur au moment de l'ouverture. Ça peut être la localisation, la météo, le moment de la journée, tout ce qui va être lié au stock et au prix par exemple. La création de contenu, parce qu'on le disait tout à l'heure, finalement, la grosse problématique, ça va être de créer ces contenus à la volée pour scaler ça, parce que sinon c'est impossible à produire et on va pas s'en sortir. Et le dernier point, c'est l'optimisation en temps réel. Alors, c'est un peu particulier, mais c'est comme on a la possibilité d'adapter le contenu au moment de l'ouverture, ça veut dire aussi que lorsque le message est envoyé, on peut apprendre au fur et à mesure des ouvertures des contenus qui performent le mieux pour modifier le message sur les ouvreurs suivants. Donc, ça le rend quelque sorte intelligent. Donc, c'est ces trois composantes-là, la donnée, évidemment, il y a des règles métiers aussi, la notion de contenu, qui sont la création de contenu à la volée, donc un peu à la demande, comme on l'appelle aussi, qui permettent d'individualiser et créer des expériences qui essaient de déclencher l'émotion et de changer un peu le regard qu'on a sur l'email. Alors, la première partie des cas va être consacrée à Halloween. Alors, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, ces cas-là peuvent s'adapter à d'autres moments, mais là, on va faire un focus sur cette période-là. Le premier cas concerne la contextualisation du contenu. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit correctement finalement l'email à droite, mais on a tout en haut de l'email une bannière qui affiche le prénom de l'ouvreur et l'heure d'ouverture. L'idée ici, ça va être d'utiliser un asset, donc une image, en rajoutant des données contextuelles avec un contenu créé à la volée au moment d'ouverture. Je le disais tout à l'heure, il y a énormément de concurrence en boîte de réception. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle d'individualisation, c'est pas seulement proposer les bons produits, qui serait de la recommandation, c'est aussi déclencher cette émotion. Et je pense que vous le faites, vous, naturellement, sur vos emails. Vous avez sûrement que quelques secondes pour regarder et checker le contenu. C'est hyper important d'attirer l'attention pour déclencher l'engagement derrière. Et donc, ici, on vient essayer de récupérer une donnée contextuelle qui va parler à l'ouvreur pour le faire interagir. Donc là, c'est un contenu qui est très simple à créer, c'est une bannière tout en haut d'email. Et l'idée, c'est qu'on va mettre ça à jour. Alors, on pourrait rajouter très bien la ville d'ouverture, la météo, etc. Là, on a ajouté le prénom, on pourrait ajouter aussi d'autres éléments de données de connaissance client. L'idée, ça va être de parler à la personne. Évidemment, il y a un jeu qui peut se faire aussi avec l'ouvreur, puisque à chaque ouverture, la donnée va se mettre à jour en temps réel. Et donc, si j'ouvre demain, j'aurai une heure différente. Si j'ouvre à une heure différente, évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la contextualisation du contenu d'un point de vue général. Le deuxième cas concerne ce qu'on appelle le live polling. Donc toujours dans le cadre d'Halloween, finalement, il y a un autre élément qui permet de renouveler un peu le discours, c'est de créer une expérience inattendue. Donc ce que j'appelle renouveler le discours, c'est que généralement, on a tendance à plus ou moins toujours afficher les mêmes contenus. Alors évidemment, je parle de la forme, hein, pas du fond. Ça veut dire que par exemple, si on a l'habitude de pousser des produits dans une certaine mise en page, comme du coup on doit produire énormément de contenu, on a tendance à utiliser les mêmes templates, notamment avec des builders d'email, ce qui est très bien pour de la production de contenu à grande échelle, mais ce qui est dommage pour le destinataire, parce qu'on a tendance à l'ennuyer plus ou moins. Lui, comme je le disais, il a quelques secondes pour checker ses emails et c'est un peu dommage qu'il ait l'impression que ça soit toujours la même chose. Donc, l'idée du live polling que vous avez sur la droite, alors c'est les 6 visuels que vous avez en bas d'email avec un pourcentage dessus, c'est d'avoir une approche différente et au lieu de pousser, par exemple, pour Halloween ici, des catégories précisément de produits. Alors ici, la question est, qu'aimez-vous faire le soir d'Halloween? Donc, c'est une approche. Évidemment, le but, c'est d'aller sur ces catégories de produits. Eh bien, au lieu de pousser juste ces catégories-là, c'est plutôt de faire un sondage. Et l'idée, c'est que
c'est d'inciter l'ouvreur à voter. Et au fur et à mesure des ouvertures, le pourcentage, en fait, le score va se mettre à jour. Donc, vous créez, on va dire, vous rendez l'email interactif. Ça, c'est un point très important. Il ne faut pas oublier que l'email, comme je disais, c'est figé de base. Et là, pour la première fois, vous permet d'avoir une interaction avec l'ouvreur qui va pouvoir lui-même modifier le contenu et le visuel qu'il voit. Donc, c'est assez innovant et assez unique. Et surtout, ça permet de renouveler énormément le discours. J'ai vu les questions, je vais y revenir juste après. Autre élément sur la notion finalement de live polling aussi, c'est que l'avantage, c'est que vous pouvez tirer parti du vote. Je m'explique, c'est que vous allez faire voter la personne, donc l'attirer sur une certaine catégorie. Évidemment, donc comme je le disais, ça va se mettre à jour automatiquement. Petite parenthèse, il ne faut pas faire attention au rendu visuel que vous voyez ici. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de rendu, en termes de design. Et l'avantage, c'est que vous pouvez réutiliser ce vote-là pour des prochains emails. Donc, admettons que vous posez cette question ici pour Halloween, et donc c'est à un mois d'Halloween. Évidemment, sur les prochains envois, en réutilisant des blocs relevant, vous allez pouvoir récupérer en fait le vote sur ce live polling et donc détecter une appétence et repousser. Là, pour le coup, des produits qui sont adaptés au vote, ou ça peut être des conseils adaptés au vote. Si on parle de maquillage, ça peut être des conseils de maquillage, par exemple, pour avoir une entrée un peu plus intelligente que les produits directement. Donc ça, c'est un point très important. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser toutes les semaines, peut-être quand même tous les mois, mais c'est quelque chose qui permet vraiment de renouveler le discours. Point important dans la présentation que vous avez, c'est surtout on va dire des cas qui sont liés à des newsletters, enfin en tout cas des emails massifs. On peut tout à fait trouver un live polling dans des triggers, dans des messages de bienvenue qui permettent en plus d'adapter la séquence juste après. Donc, Clément, j'ai vu la question sur la notion des gifs animés. J'y reviendrai un peu tout à l'heure parce qu'on a une séquence dessus. Alors, je réponds juste à la question de Julie qui concernait est-ce que les blocs de personnalisation peuvent facilement s'intégrer dans un email responsive, par exemple si l'on monte nos emails sur un builder type Sarbacane, admettons. Donc oui, tout à fait. Par exemple, je vais prendre le cas qu'on a ici. C'est 6 blocs, donc c'est 6 images précisément qui sont les unes à côté des autres. Donc ça, par exemple, côté l'outil template, layout de Sarbacane, ou ça serait D'Artagnan aussi, par exemple. Vous allez pouvoir prendre, admettons, 3 colonnes donc, pour la première ligne. Vous mettez les 3 images, donc vous copiez les 3 liens. Et en responsive, les 3 blocs vont passer les uns en dessous des autres. Donc là, on ne va pas avoir cette problématique de responsive notamment. On peut arriver sur des bannières horizontales à avoir des blocs, des images séparées pour qu'elles passent l'une en dessous de l'autre. Donc on peut tout à fait utiliser ça sur mobile et c'est pas un frein en tout cas à l'utilisation. Donc ça, c'était pour Halloween. Alors évidemment, il n'y avait que 2 cas pour Halloween. Hein. Black Friday, Noël, ça ne sera pas aussi court, sachant qu'Halloween approche à grands pas. Donc c'était les 2 cas. Donc sur le Black Friday, alors ça vient surtout on va dire de feedback, de retour d'expérience de l'année dernière, du Black Friday de l'année dernière. L'idée, c'est d'adapter le contenu par rapport au jour d'ouverture de l'email. Donc, typiquement, comme le Black Friday dure uniquement que le vendredi, évidemment, et le Cyber Monday uniquement le lundi, lorsque vous allez envoyer votre email le vendredi matin, tôt généralement, il ne faut pas oublier que les ouvreurs vont être assaillis, entre guillemets, d'emails. Pas certain que votre email soit consulté dans la journée, peut-être le week-end. Et donc, si vous avez une offre pile poil Black Friday sur la journée, même si généralement ça dure un peu le week-end et sur des offres différentes, c'est quand même dommage lorsque la personne ouvre son email soit le soir très tard, soit le lendemain, d'avoir un contenu qui n'est plus adapté. Pour information, il y a une statistique côté Relevant sur à peu près 25 à 30% des ouvreurs ouvrent le lendemain quand les emails sont envoyés pourtant le matin, le jour même. Donc, c'est quand même important, c'est-à-dire qu'on peut se couper de 25% des ouvreurs, donc potentiellement de 25% du revenu en ayant quelque chose qui n'est plus adapté. La personne clique, arrive sur une page qui n'existe plus, là, c'est un taux de rebond assuré. Donc, l'idée de cette offre-là. Alors, c'est pas ici de venir contextualiser au sens individualisé, c'est plutôt de venir garder de la pertinence et d'éviter la perte de conversion. C'est surtout ça qui est important. Donc là, on a un email sur la droite où finalement l'email ouvert le vendredi va afficher l'offre Black Friday moins 30%. Si c'est ouvert le samedi et le dimanche, on va avoir une offre week-end qui va être très générique, qui peut être aussi spécifique. Et si jamais l'email est ouvert le lundi, on va avoir de l'offre du Cyber Monday qui est à 40%. Donc, ce sont des offres différentes. Évidemment, sur une même zone, en fonction des contenus affichés, les liens de redirection vont être différents pour rediriger sur la bonne page sur le site et donc ne pas perdre de conversion. Ça, c'est un point vraiment très important.
Je précise aussi que les produits que vous avez en bas d'email peuvent aussi s'adapter en fonction des offres et être totalement dynamiques. Donc, vous pouvez avoir quasiment tout email de dynamique. C'est un très bon point pour éviter ces pertes de conversion et rester pertinent en toutes circonstances. On aura un autre cas tout à l'heure sur le compte à rebours qui reprend cette logique. Je vais juste revenir sur la question de Clément sur le live polling, si on a des possibilités de récupérer les votes par les clients pour réaliser du data catching. Effectivement, alors côté Relevant, on a ces données qu'on pourrait utiliser dans des scénarios. Par contre, il est effectivement possible, Clément, de les exporter pour pouvoir les réutiliser après de votre côté sans problème. L'autre élément cas du Black Friday, alors là qui est très générique, c'est ce qu'on appelle la zone individualisée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la zone individualisée, c'est vraiment parler à l'individu. Et quoi de mieux pour ça que d'utiliser des données de navigation notamment. Alors là, je vais faire un focus données de navigation. On peut aussi prendre en compte des données de connaissance client dans le cadre des scénarios. L'idée, c'est au lieu de pousser des produits, généralement, vous avez une approche pour le Black Friday, il y a une offre énorme, moins 60%, qui peut être sur tout le site, admettons par exemple. Là, l'idée, ça va être de réutiliser, au lieu d'avoir juste l'email off moins 60%, on sait très bien que quand on met des produits, généralement, ça performe un peu mieux qu'une offre générique. Là, ça va être de pousser des produits, mais non pas décider côté merge, côté marketing, mais décider par l'ouvreur en fonction de sa navigation. Donc, on va pouvoir réutiliser les produits abandonnés, donc les produits mis en panier qui n'auraient pas été achetés, les produits vus, les catégories de produits vus pour essayer de lui sortir une sélection de produits individualisés. Et là, je parle bien d'individualisation parce que potentiellement, la combinaison de produits va être différente pour chaque personne. Évidemment, vous pouvez aussi paramétrer le scénario pour dire, bon, bah voilà, je souhaite afficher uniquement des produits de ma navigation qui seraient en promo pour le Black Friday, parce que tous les produits ne sont pas en promotion. Donc ça, après, ça peut se filtrer. Et vous pouvez également, si la personne n'est pas concernée, si par exemple j'ouvre l'email et que j'ai pas fait de navigation, faire disparaître totalement la zone. Il faut savoir que les zones individualisées génèrent en moyenne, comparé à des zones de produits classiques, 3 fois 4, entre 3 et 4 fois de conversion. Et là, je ne parle pas de réactivité, je parle vraiment de conversion, parce qu'on vient parler à l'individu. Donc, c'est des zones qui marchent extrêmement bien. Vous pouvez très bien la mettre plutôt en haut d'email comme on l'a ici. Ça peut aussi marcher plutôt dans le footer, par exemple, juste au-dessus du footer, peu importe où ça se trouve. C'est pas parce que c'est tout en bas que les personnes ne consultent pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très pertinent. Et on verra que vous pouvez rajouter d'autres stress, notamment, on verra un peu plus tard, comme l'afficher le stock restant en temps réel, notamment sur une période forte comme le Black Friday. Autre élément très intéressant pour Black Friday, ça concerne les best-sellers. Alors là, c'est une approche totalement différente, parce que des fois, on a des règles métiers assez fortes, qui n'est pas adapter les produits à la navigation. C'est plutôt pousser des produits en fonction des meilleures ventes, et donc les best-sellers typiquement. L'avantage, c'est qu'en ayant, je parlais tout à l'heure des données qu'on vient récolter, alors on peut récolter les données de navigation, par exemple, évidemment, comme c'était le cas sur le cas juste avant. En ayant ces données de navigation, on est capable d'avoir les achats online, on peut aussi agréger les achats offline, mais on est capable de calculer des best-sellers. Le gros avantage en période de Black Friday, c'est que vous pouvez très bien, sur un email envoyé pour le Cyber Monday, comme on vient calculer les best-sellers en temps réel, programmer une campagne pour le lundi, même si vous l'avez programmé le jeudi ou le vendredi, et on viendra afficher de lundi les best-sellers sur le week-end du Black Friday. Et donc, ça permettra de créer une dynamique et de détecter les dernières tendances et de pousser des produits qui sont un peu hot trending et qui ont le plus de chances de convertir. Donc, ça, on peut très bien les filtrer également aussi par prix, par catégorie. On peut, au-delà des best-sellers que vous venez chercher en interne lorsque vous pouvez demander au merch, par exemple, on va les calculer nous-mêmes et on peut les refiltrer par n'importe quel élément d'un flux de produits, une catégorie, une couleur, en dessous ou supérieur à tel prix, est-ce qu'ils sont en promotion ou pas, etc. Évidemment, sur ce que vous avez tout à droite ici, on a ajouté les avis clients. J'ai pas fait de cas particulier dessus, mais on peut aussi, si vous avez des avis clients sur des produits qui est une source de données séparée, l'agréger pour afficher les avis uniquement s'ils sont positifs. Donc là, par exemple, on a des 4 et 5 étoiles. Typiquement, si jamais on a un produit qui a 2 étoiles, soit on n'affiche pas le produit, soit on n'affiche pas du tout l'avis client. Donc là, l'idée, ça va être de contextualiser aussi le produit, donc au-delà du calcul sur les best-sellers, d'afficher les meilleures ventes automatiquement, ça va être aussi de rapporter un peu plus de réassurance. Ça peut être les avis clients, ça peut être, j'en parlais aussi avant, réafficher le stock à l'ouverture,
Par exemple, si jamais sur les best-sellers, qui sont des produits qui sont censés beaucoup partir, il reste que peut-être 10 unités, on peut afficher le stock en dessous d'une certaine quantité. Donc, on peut l'afficher sur le visuel du produit, en dessous des avis, peu importe. Et ça va rajouter un peu plus de stress, on va dire, marketing dessus. Je fais juste un lien avec le cas d'avant sur la navigation. Je disais tout à l'heure que sur la navigation, si jamais je n'ai pas fait de navigation, je n'ai rien qui s'affiche. On peut très bien dire dans un scénario, bon bah si jamais on n'a pas de navigation, ce sont les best-sellers qui vont s'afficher des 15 derniers jours, des 30 derniers jours, d'un week-end en particulier, comme le Black Friday, pardon, par exemple. Donc ça, après, tous les cas que je vous montre sont assez silotés pour comprendre, on va dire, la logique, mais vous pouvez tout utiliser ensemble sans aucun problème. Autre cas qui marche assez bien en période d'offre, c'est ce qu'on appelle le real-time testing. Alors, tout à l'heure, je parlais de fonctionnalités d'optimisation en temps réel. Finalement, le real-time testing, c'est exactement ce principe-là. Ça va permettre de tester différents contenus pour une même zone dans l'email. Donc là, dans le cas du Black Friday, je reprends mes exemples d'offres que j'avais tout à l'heure. J'ai 3 offres tout en haut d'email et je vais tester au fur et à mesure des ouvertures quelle est la version qui performe le mieux pour apprendre en temps réel sur ma campagne et modifier automatiquement le contenu pour les ouvreurs suivants. Alors, c'est très différent d'un A/B test traditionnel, d'un A/B testing. Je vais préciser pourquoi. La première chose, c'est que généralement, lorsque vous faites un A/B test, vous prenez par exemple 25% de la base sur A, 25% sur B, et en fonction de la version gagnante, on envoie sur la totalité du reste. Là où c'est dommage, c'est que on peut s'apercevoir que finalement, un contenu performe très vite naturellement. Et donc, si c'est la version A qui gagne, c'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont pas ouvert sur B sont condamnées, entre guillemets, à avoir la version la moins performante. Ça, c'est le premier point. Quand je parle de converger rapidement, on a des clients régulièrement qui viennent tester trois contenus ici, enfin 3 bannières par exemple, comme vous l'avez en haut d'email, et on s'aperçoit qu'on est capable d'exposer 96% des ouvreurs sur la version performante. Les algorithmes permettent de converger très rapidement. Le second point, c'est qu'on ne fait pas seulement A et B comme test, puisqu'on peut tester 3, 4, jusqu'à 10 contenus différents, donc ça laisse un champ de possibilités énorme. Et surtout, on vient à analyser les résultats de la zone en particulier. Généralement, quand on fait un A/B test, on a tendance à changer la bannière, un autre élément dans l'email, peut-être des produits, et puis au final, on ne sait pas ce qui a performé. L'avantage aussi du real-time testing, c'est qu'on peut tester une zone en haut, une zone au milieu, une zone en bas, peu importe, et chaque zone va s'analyser individuellement en fonction de la réactivité, et donc d'essayer de trouver la combinaison de messages la plus performante. Le dernier point, c'est que évidemment, ça va s'analyser, c'est au sein du même email, donc vous gardez qu'un seul HTML. Vous n'avez pas besoin d'avoir 5, 6 HTML différents si vous avez plein de choses à tester. Donc d'un point de vue production et gain de temps, c'est vraiment un très bon ratio parce que ça permet de tester des choses très rapidement et vous laissez vraiment l'algorithme évoluer en temps réel. Évidemment, côté Relevant, vous avez aussi des statistiques qui vous permettent de suivre qui sont les contenus qui performent le mieux dessus. Donc, vous n'avez pas besoin de paramétrer quoi que ce soit avant. C'est quelque chose qui marche vraiment très, très bien quand on veut chercher de l'engagement. Donc là, c'est pareil, le real-time testing, vous pouvez le mettre dans un scénario de données de navigation aussi, peu importe. Vous pouvez très bien avoir des bannières qui vont afficher un visuel en fonction de la navigation qui après vont se tester en fonction de différentes mises en page, admettons. Un élément incontournable du Black Friday, et je pense que tous les clients de Relevant aujourd'hui utilisent au moins ce cas-là, c'est le compte à rebours. Donc là, l'idée, ça va être de créer un sentiment d'urgence. Donc là, vous avez un compte à rebours sur la droite qui est sur le temps que dure le le temps avant l'ouverture du Black Friday, ou ça peut être le temps que va durer le Black Friday sur une offre en particulier. Après, ça dépend comment on souhaite l'utiliser. L'idée, c'est que finalement, le compte à rebours va se mettre à jour en temps réel. Évidemment, on invite beaucoup à contextualiser au maximum le compte à rebours. Ici, on a quelque chose d'assez travaillé en termes de chiffres, donc c'est pas commun de voir un compte à rebours travailler de cette façon-là. Généralement, simplement, on met souvent des chiffres avec un fond uni derrière. Évidemment, plus on va apporter d'expérience, je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de créer de l'émotion, c'est de surprendre l'ouvreur. Et donc, avec le compte à rebours, même si c'est un cas assez connu et qui permet bien d'illustrer la mise à jour en temps réel, vous pouvez très bien le mettre sur n'importe quel visuel de fond. Point très important aussi, tout à l'heure, on parlait d'un cas, un des premiers cas sur Black Friday qui permettait de modifier les bannières en fonction de du jour d'ouverture. Donc, par exemple, pour le Black Friday, le Cyber Monday ou le week-end du Black Friday, par exemple. Lorsque l'offre est finie, que le compte à rebours est terminé, vous n'êtes pas obligé de le laisser à 0,0. Ça peut être pas terrible en termes d'expérience. Vous pouvez totalement le faire disparaître. Changer aussi l'offre qui est dedans pour mettre une offre générique, toujours pour éviter la perte de conversion. Donc, vous pouvez vraiment aller au bout
typiquement de la logique. Vous pouvez très bien faire disparaître totalement l'offre du Black Friday pour pousser des éléments liés à la navigation. Si quelqu'un ouvre, au moins lui adapter, puisqu'on n'a plus besoin de pousser une offre spécifique. Donc ça, c'est pour illustrer que tout peut s'utiliser ensemble, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'était les éléments pour le Black Friday, pour générer le maximum d'engagement et de conversion aussi. Donc, mis bout à bout, tous ces cas-là permettent vraiment d'augmenter la réactivité. Donc, sur les cas de Noël maintenant, qui vont arriver à grands pas, alors ici, on va beaucoup essayer de parler d'expérience. On sait tous le côté émotionnel et le lien émotionnel qu'on a avec Noël. Donc, l'idée, c'est un peu de retranscrire cette émotion dans les emails, parce que généralement, on l'a pas souvent. Donc, vous avez ici un cas d'utilisation qui est lié à la navigation, mais là, c'est simplement pour vous montrer qu'on peut utiliser la navigation pour autre chose que simplement pousser des produits et faire acheter l'ouvreur. L'idée ici, ça va être de rendre le contenu vraiment interactif et de jouer avec l'ouvreur. On va lui demander, donc on a tout en bas de l'email 3 emplacements de produits qui ont été reconstitués Creativen. Donc on a un petit éditeur de contenu où on peut faire un peu ce qu'on veut en termes de mise en page. On va mettre des points d'interrogation à l'intérieur. On va lui dire, bon bah voilà, va sur le site, crée ta wishlist. Donc créer sa wishlist, c'est quoi? Ça peut être soit mettre en panier des produits, ça peut être soit liker des produits si jamais on a un système de like ou de wishlist directement sur le site. Nous, on récupère ces données-là et en retour, lorsqu'il va revenir sur l'email, on va avoir la wishlist qui va se construire automatiquement et il va pouvoir, s'il le souhaite, transférer en fait cette wishlist-là, donc cette liste de Noël, à la personne de son choix. Donc là, l'idée, c'est quoi? Ça va être premièrement d'innover et d'avoir une approche totalement différente par rapport à ce qui se fait classiquement pour Noël. Ça va être aussi de forcer entre guillemets l'ouvreur à venir sur le site avec ce côté émotionnel lié à Noël et donc du coup de pouvoir aussi réadapter pas que cet email-là mais les emails suivants par rapport à la navigation. Et le deuxième point aussi, c'est que ça permet de transférer l'email, donc potentiellement de faire déclencher l'achat puisque les produits seront présents dans l'email à la personne qui va le recevoir. Donc l'idée là, c'est un peu jouer le destinataire. On n'est jamais éloigné d'un intérêt business, bien évidemment, par rapport aux objectifs élevés qui sont présents à Noël, mais ça permet de manière assez ludique, assez innovante de renouveler le discours et d'avoir quelque chose de totalement différent. Alors là, on a fait le choix pour Noël de le mettre en page de cette façon-là, mais ça peut être aussi d'autres choses qui peuvent se jouer. En tout cas, c'est des cas qui sont, d'un point de vue expérience, marchent très bien et qui sont assez innovants parce que conceptuellement, de demander à l'ouvreur de revenir sur l'email, il ne faut pas avoir peur de lui demander des choses. Pour voir les produits, c'est un énorme impact finalement sur l'image de marque aussi, sur tout ce qui n'est pas tangible en termes de chiffres notamment. Un autre élément lié aussi à la navigation, c'est l'adaptation de contenu lié à ces données comportementales. Alors souvent, quand on parle de la navigation, on parle de produits, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut aussi parler d'offres et de visuels. Je m'explique. On peut très bien avoir différentes bannières en haut d'email qui vont s'adapter en fonction des catégories vues, de certaines pages vues. Donc ça, c'est un très bon moyen de, on va dire, individualiser l'email de manière intelligente. Et c'est pas forcément qu'une approche produit. Donc ça peut transcrire par des choses très règles métier en disant, bon, bah, voilà, si j'ai vu ici la catégorie bébé pour Noël, je vais afficher telle bannière avec un visuel de bébé et un contenu spécifique à côté, et un ordre de direction spécifique. Idem pour Homeware, mais ça peut être aussi, on peut reconstruire dynamiquement la bannière en venant chercher dans un flux de produits des assets liés à la catégorie pour gagner aussi du temps en production. Donc ça, c'est un moyen très efficace d'adapter le contenu et toujours pareil, de jouer sur le côté émotion. Il faut pas oublier que forcément, si j'ai fait une navigation sur la catégorie bébé, je me souviens très bien que j'ai fait cette navigation. Et donc, de revoir dans l'email quelque chose pas identique, mais similaire à ce sur quoi j'ai navigué il y a peut-être 2 jours, 3 jours, 5 jours, a un énorme impact psychologiquement quand je suis en train de regarder rapidement mes emails sur mon téléphone ou sur mon desktop. Donc ça, c'est un très bon moyen d'augmenter toujours pareil la réactivité et la conversion derrière. Un autre élément qui est assez appréciable en termes d'expérience, alors là on sort un peu de la notion de produit de site, c'est d'intégrer les réseaux sociaux dans l'email. Donc vous avez ici sur cet email toujours dans le cadre de Noël, parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont produits, beaucoup de visuels qui sont produits. Il ne faut pas oublier que la magie de Noël, telle qu'on l'appelle, c'est surtout du contenu, de l'émotion, comme je disais tout à l'heure. Donc tout ce qui est émotion, c'est visuel. Ça parle à cette partie du cerveau. Donc c'est important de garder
les emails qui sont visuels, c'est bien le texte évidemment, mais finalement, quand on suit son email, c'est ce qui parle le plus. Là, l'idée, c'est d'intégrer le flux Instagram. Et donc, on va avoir son flux qui va être mis à jour au fur et à mesure des ouvertures. Donc, on n'a pas besoin manuellement de mettre chaque image, chaque envoi, etc. C'est totalement automatisé. Et donc, à l'ouverture, on va mettre à jour les posts les plus récents. Donc, c'est un moyen intelligent déjà de gagner du temps lorsqu'on veut pousser sa communauté, enfin en tout cas les réseaux sociaux. Ça permet d'augmenter aussi le nombre de followers sur les réseaux sociaux. Donc on parle d'Instagram, mais ça peut être aussi Twitter par exemple. Et c'est un excellent moyen lorsque vous savez que vous avez des posts un peu inspirants, parce que évidemment les posts que vous mettez sur Instagram c'est pas complètement décorrélé de votre métier, hein, évidemment. C'est pour mettre en avant des produits ou certaines collections, admettons. Donc ça, c'est un moyen intelligent de le faire et ça permet de parler, on va dire, de la marque, de créer de l'interaction, de créer de l'émotion différemment que de l'approche produit telle qu'on a l'habitude de le voir dans l'email. Donc, c'est un cas qui marche très bien. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, un des premiers cas que j'ai montré sur Halloween, moi, j'ai fait un focus sur un cas, mais on avait aussi un flux Instagram tout en bas. Donc, on peut très bien garder quelque chose dans le footer de générique Instagram, mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres zones dans l'email qui puissent être adaptées. En tout cas, c'est toujours automatisé. On garde cette notion. J'ai pas besoin à chaque campagne d'intervenir sur mon contenu. C'est vraiment live à chaque fois. Un autre élément important de la contextualisation, et notamment dans le cadre de Noël, alors on sait tous que on ne sait pas trop ce qui sera annoncé pour le coup sur les nouvelles mesures et la crise sanitaire, mais en tout cas, effectivement, on a besoin de faire revenir des personnes en point de vente, de soutenir les magasins et le revenu, on va dire, offline. Donc, en utilisant la localisation au moment de l'ouverture, on peut pousser le magasin le plus proche donc de l'ouvreur pour le faire venir en magasin. Donc, on peut très bien, alors ici, vous avez l'exemple d'une map, on peut personnaliser évidemment la taille de la map, son niveau de zoom, le picto à l'intérieur. Et on peut aussi afficher si le magasin est ouvert ou fermé, si on a les horaires d'ouverture. Donc, on peut vraiment contextualiser cet élément-là. On peut aussi aller plus loin. On a des clients pour lesquels on a on va dire, les actualités, les activités, les promotions, admettons, en magasin, et on peut les relayer aussi avec le magasin qu'on a affiché. Donc ça, c'est un très bon moyen d'essayer de driver du trafic en boutique. Alors, est-ce qu'on va jusqu'à proposer un bon promo qui serait à imprimer ou à présenter sur son téléphone en magasin? Ça, après, ça dépend de la stratégie, là, le système d'attribution, comment vous voulez traquer les choses derrière. En tout cas, c'est un bon moyen de rappeler qu'il y a des boutiques qui sont là, peut-être de mettre en avant les avantages magasin si c'est stratégique pour vous. Mais en tout cas, on peut utiliser l'email et faire le lien vraiment entre le on et le offline avec ce cas d'utilisation. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui peut s'utiliser de manière assez simple. Une fois que le scénario est bloqué créé, vous pouvez le réutiliser dans n'importe quel type d'email, admettons. Alors, je réponds juste à la question de Julie que je vois maintenant, mais je suppose que c'est sur ce cas-là, qui est est-ce que ajouter ce type de blog augmente beaucoup le poids de l'email? Alors, en réalité, non. Non, alors non, ça augmente pas le poids de l'email. Ce qui est important de savoir, c'est que ça reste une image qui va être mise à l'intérieur de l'email. Étant donné qu'on génère l'image au moment de l'ouverture, elle n'a pas de poids dans le code HTML. Puisque, par exemple, lorsque je mets le lien de mon image et que j'enregistre mon code HTML, bon, il a un poids sur mon ordinateur de quelques kilooctets, admettons, mais l'image n'est pas techniquement à l'intérieur, donc ça va pas alourdir le poids de l'email, en tout cas, plus que ça. Dernière précision d'ailleurs sur les magasins. Ici, on a fait le choix d'afficher un magasin. Si par exemple, dans le rayon qu'on vient paramétrer, par exemple, dans un rayon de 2 km, de 10 km, peu importe, il y a plusieurs magasins, on n'est pas obligé d'afficher uniquement le plus proche, on peut afficher les 2 plus proches, les 3 plus proches, etc. Et un des derniers cas d'utilisation, c'est notamment la vidéo dans l'email. Alors, c'est une des dernières fonctionnalités de Relevant. Évidemment, je parlais tout à l'heure de déclencher une émotion, de créer une interaction, de rendre le contenu un peu interactif avec le live polling, etc. Quoi de mieux que la vidéo? Alors, évidemment, en période de Noël, pour créer de l'émotion, on a tout. Il y a beaucoup de contenus qui sont produits. C'est vraiment le bon moment pour le faire. On a la possibilité. Alors, gros problématique de l'email, c'est que c'est un peu le site web des années 80 où, on va dire que c'est un peu compliqué généralement avoir l'interactivité, notamment la vidéo qui n'est pas lisible, qui est lisible sur quasiment aucun client de messagerie. Donc, on a une fonctionnalité qui permet d'importer la vidéo côté Relevant et de la rendre lisible directement dans l'email. Donc, elle va se lancer directement dans l'email et se lancer en boucle si jamais il y a besoin. Donc, ça permet de rendre cette expérience vraiment visuelle, vraiment interactive dans l'email. Et là,
lorsque vous avez quelqu'un qui ouvre l'email, qui voit une vidéo dans l'email, tout simplement, la personne va rester sur l'email, va regarder la vidéo. Et donc déjà, ça change tout en termes de temps de cerveau disponible, puisque la personne va être concentrée sur le contenu. Et elle a beaucoup plus de chances de voir ce que vous avez à lui dire en dessous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours utiliser la vidéo de l'email. En tout cas, c'est plutôt recommandé. Et c'est une excellente sur les premiers clients qui ont utilisé cette fonctionnalité. On a de très bons retours et c'est vraiment quelque chose qui permet de dynamiser le contenu et de créer une expérience différente. Évidemment, toujours pareil, vous pouvez très bien décider si vous avez des vidéos, je ne sais pas, qui sont liées à certaines catégories de produits ou liées à certaines, on va dire certains bénéfices spécifiques, admettons. Vous pouvez très bien lier ça à de la navigation et afficher des vidéos différentes en fonction de la navigation, afficher des vidéos différentes en fonction de la météo. Je sais pas, admettons, on peut le faire. Donc, tout pareil peut s'utiliser ensemble. Vous n'êtes pas obligé de dire, bon, bah, je fais uniquement la vidéo. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez en termes de rendu aussi. Donc ça, c'est un excellent moyen de créer du dynamisme. Et c'est vraiment le succès garanti en termes de temps d'attention. Ça, c'est très important. En termes d'émotion et puis aussi en termes de clics derrière, parce que l'idée, ça va être de faire interagir la personne et surtout de la faire regarder le message, la fin du message qu'on a à l'intérieur de son email. Oui, la vidéo est bien lisible dans toutes les boîtes de réception. Alors, à l'exception juste du client mail Outlook, donc desktop, je parle, pas d'Outlook.com, qui lui bloque en fait sur la première frame, entre guillemets, donc la première image, mais sinon c'est lisible partout. Donc, il faut juste savoir que juste Gmail et mail d'Apple, c'est quasiment 60-70% des ouvreurs. Donc, on va dire que dans la grande majorité, de toute façon, ça ne posera pas de souci en particulier. Voilà pour ces différents cas d'utilisation. Donc, l'idée, c'était un peu de parler de Relevant, des différents cas qui pouvaient être mis en place, de toujours penser que l'email, c'est pas uniquement le canal de masse par excellence avec toujours le même contenu qui est poussé. C'est aussi se poser des questions sur qu'est-ce qui peut déclencher de l'émotion, de l'interaction. J'espère que les cas d'utilisation ont permis de vous donner quelques idées. Donc, vous aurez de toute façon accès au replay du webinaire et on va vous envoyer aussi un livre blanc, le livre blanc du webinaire qui permet de reprendre tous les cas d'utilisation un peu détaillés. Et évidemment, c'est non exhaustif. Pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas vraiment Relevant et qui n'auraient pas on va dire qu'on n'aurait jamais vu à quoi ça ressemble, vous pouvez envoyer un email à lea@relevant.com. On peut vous faire aussi des recommandations de cas d'utilisation par rapport à vos emails actuels. Donc, faut pas hésiter à lui envoyer un email. Et donc là, l'idée, ça sera pas simplement de vous dire, de vous vendre Relevant, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans les emails, comment on peut vous aider à les challenger, comment on peut penser plus expérience client, plus émotion dans l'email. Et donc ça, faut surtout pas hésiter. Donc c'est lea@relevant.com. Et donc, on pourra vous faire un peu une analyse des emails qui sont envoyés aujourd'hui et comment on pourrait voir l'email un peu différemment avec toutes les fonctionnalités qu'on a côté Relevant. Donc, c'était le premier webinaire. J'espère que globalement, ça a permis d'être utile et de se projeter un peu plus. On espère en faire beaucoup d'autres dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos feedbacks directement, soit à Léa directement, soit à moi, donc vincent@relevant.com. Ou à les mettre directement sur le chat. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre encore pendant quelques minutes. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée. Ah oui, je vais juste revenir sur la question, une toute question que j'avais tout à l'heure auquel je n'ai pas répondu, qui était la question de Clément. Alors, je ne sais pas si Clément est toujours là, j'espère. Qui était la question sur quelles sont les best practices de l'utilisation des GIFs animés dans les emails, position dans l'email, taille, fit avec toutes les boîtes mail. Alors, l'inconvénient du GIF animé, c'est qu'il n'est pas lisible finalement sur aussi. Et ça, c'est un peu une des problématiques, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter sur la première image. Alors, c'est-à-dire que ça pourra être mis à jour en temps réel potentiellement, mais uniquement sur la première image, par exemple. Après, en termes de taille, y a pas vraiment, on sait que sur Gmail, il faut éviter de faire des GIF animés supérieurs à 200 pixels de large, par exemple. Donc ça, c'est la petite recommandation. Et plutôt, la recommandation, c'est surtout sur le poids.
Alors, c'est un peu plus technique, mais par exemple, avoir un GIF animé qui fait 10 mégas, c'est un peu long à charger, surtout si on est une connexion sur mobile. Alors, nous, on a des moyens d'optimiser ça, de faire en sorte que le download soit progressif, ce qu'on appelle le streamer un GIF animé, sans être trop technique. Mais on va dire que c'est les recommandations que je donnerais sur la partie GIF. Si on n'a pas d'autres questions, je vais terminer le webinaire et du coup, bah, écoutez, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. On vous envoie le livre blanc et vous allez avoir accès au replay. Surtout, n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à envoyer un email à lea@tridivan.com pour les recommandations de cas d'utilisation. Bonne fin d'après-midi.